Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation, les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez en région. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons essayer de faire lecture de quelques messages d'ici la fin de l'émission. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, je le disais tantôt, depuis sa bibliothèque et ses activités agricoles dans le calme de la campagne, il suit l'animation de la vie publique et politique de son pays. Hier, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Baïlo Teluel Diallo est l'auteur d'Insurrection idéologique, dialogue entre la jeune génération d'activistes et le révolutionnaire panafricain, qu'il continue d'être un mix générationnel dont le débat revient vigoureusement avec la transition. Baïlo Teluel Diallo, ancien ministre de la République, il est notre invité ce matin, Madame Hiro. Il s'est bien installé dans ce studio. Bien, bonjour Monsieur le ministre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Ça fait quoi d'être ministre et de ne plus l'être? Comment vous avez vécu cela? C'est le cours normal de la vie. On a un métier, on l'exerce. Moi, je suis enseignant. Je continue à l'exercer jusqu'aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai eu une fonction. Avant d'être ministre, j'ai été directeur national de la culture, consultant sur les questions de développement, puis ministre, Ouais. puis non plus ministre. Ça fait partie des choses. Ouais. Et vous êtes reconverti. On vous a vu à l'intérieur du pays avec, comme un J'ai eu le paysan, grand plaisir l'agriculture. de recevoir Lamine. Ouais, effectivement. Le documentaire de la difficile bientôt. Il a visualisé ce que je tente de faire. Ouais. C'est enthousiasmant, c'est excitant, mais en même temps c'est plein de défis qui sont loin d'être relevés. Ouais. Allez-y, Ahmed. On parle de choc générationnel et on sait que même durant votre mandature au sein du ministère de l'enseignement supérieur, vous n'avez même pas changé de cadre comme on l'a vu avec certains ministres. Vous êtes toujours resté au même endroit, je crois au bloc des enseignants. Et vous avez suivi aussi l'évolution de la situation depuis l'ère Sékou Touré jusque maintenant. Quand vous faites la comparaison, le choc entre la jeune génération et la vieille génération, finalement, qu'est-ce qu'on peut clairement dire? Je ne parlerai pas de choc, je parlerai de processus. Il y a une évolution générationnelle qui n'est pas d'ailleurs périodisée selon des âges, mais selon une façon de penser, une façon de se comporter, une façon de poser les problèmes, des problématiques qui ont évolué. Et donc, c'est le positionnement des acteurs par rapport à ces problématiques et par rapport aux outils dont ils disposent. C'est surtout cela qui est extrêmement intéressant à observer. La période Sékou Touré, c'était la période des révolutions, notamment la révolution panafricaine. C'est la lutte pour l'indépendance. C'était beaucoup de tentatives pour repenser l'État, pour repenser les fondations du développement économique. Et il y a eu ce qui s'est passé. Les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des espérances. La Deuxième République, on a changé de paradigme. On a pensé que les approches ultralibérales, notamment sous l'égide du FMI et de la Banque mondiale, allaient nous sortir des difficultés rencontrées, sans avoir capitalisé l'expérience sékoutourienne. On a basculé dans cette approche ultralibérale. On voit les résultats. Et aujourd'hui, puisque en gros, ce sont les deux grandes périodes, même si des hommes ont dû changer entre-temps, aujourd'hui, il est plus qu'urgent que l'on s'asseye, que l'on fasse une évaluation critique de notre histoire politique, de notre histoire économique, des théories qui sont derrière et des résultats obtenus pour voir comment faire. Bien. Activiste dans l'âme, vous avez évidemment participé au gouvernement Condé, Ahmed Kamara le disait tout de suite. Est-ce que vous avez vu venir ça, ce qui s'est passé avec Alpha Condé, le 3e mandat, entre autres? Avez-vous à un moment pensé qu'il pouvait être tenté par le pouvoir à faire le forcing et puis aller à un 3e mandat? Vu venir, non. Non. Mais voilà ce qu'il y a. Voilà ce que je voudrais ajouter. C'est que dès l'adoption de la Constitution de 2010, j'avais participé à un débat, je crois que c'était à Mouna. Il y avait ma
Calais, il y avait Dr Kaba et d'autres personnes. Je crois que c'était organisé par la RTG. Et moi, j'avais exprimé mes réserves par rapport au mode d'adoption de cette constitution. Une constitution qui n'a pas été adoptée par le peuple, par voie de référendum, ouvrait la voie à toutes les contestations possibles. Deux, même par rapport à cette constitution-là, j'avais beaucoup de réserves. Les grandes liées gueules. à ma position idéologique, intellectuelle, de militant. Donc, une constitution qui entérinait un certain nombre d'éléments des approches ultralibérales et démocratiques formelles, c'est ainsi qu'on le dit, posait énormément de problèmes. Et pour moi, il a fallu discuter de ces questions-là pour qu'on sache vers où on va. Donc, oui, mais pas pour autant quand même, hein, jusqu'à modifier la Constitution et faire le forcing. Ah ben, probablement, il faut changer la Constitution par des voies constitutionnelles. Ouais. Mais je ne suis pas rentré dans le débat. Est-ce que la voie utilisée est constitutionnelle ou pas? Bien, allez-y. Il y a beaucoup de gens qui étaient plus compétents que moi là-dessus. Les philosophes se retrouvent, hein, allez-y. C'est pas une philosophe. Moi, je suis heureux de vous rencontrer, comme Maïcha Ba il y a quelques jours. Voilà. Alors, vous avez écrit un ouvrage. C'est le titre. Moi, j'ai envie de dire, il me choque un peu. C'est l'intention. Une insurrection idéologique, prise. Enfin, il faut que l'idéologie revienne. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Mais j'ai quand même envie de vous ramener à là où nous sommes tombés. Et est-ce que pour vous, toute cette succession de bévues, de rendez-vous manqués au niveau politique, au niveau économique, part du fait que finalement la question idéologique n'a pas été saisie. Je rappelle que du socialisme, on est au libéralisme, et je trouve on en parlait il y a quelques jours, des partis libéraux qui se marient au parti communiste, les socialistes. Donc, ils s'allient pour faire front commun. Finalement, on se demande où. Est-ce que l'accident n'est pas parti de là? Comment vous expliquez, quelle place vous donneriez à l'idéologie aujourd'hui? Faut-il repartir à cela? Bonne question. Lamine tout à l'heure disait, les philosophes se retrouvent. Il est important que le philosophe aussi s'exprime. Oui. Et le propre du philosophe, c'est d'interroger le mot qu'on utilise pour débattre. Et moi, je constate qu'il y a un certain nombre de questions liées à l'ethnie, liées à la démocratie, liées à la croissance, liées au développement. Oui. Donc, tout le monde utilise ces mots et il faut interroger ces mots pour voir qu'est-ce qu'ils recouvrent, quelles idéologies ces mots recouvrent, quelles idéologies ces mots portent. Quand on prend un concept qui a l'air d'être consensuel, la démocratie, posez la question aux gens, mais qu'est-ce que vous entendez par démocratie? Une réponse simple, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà. Et c'est croire s'être débarrassé du problème. Et posez alors la question, mais qu'est-ce que c'est que le peuple? Est-ce que c'est celui qui vote? Est-ce que c'est celui qui a la majorité? Est-ce que c'est le petit peuple? Est-ce que c'est le prolétariat? Il y a un chapitre dans l'instruction idéologique qui est consacré à ça. Le mot ethnie. J'ai fait tout ce que j'ai utilisé, tout ce que je connais en anthropologie, en sociologie. Je ne suis pas arrivé à définir le mot ethnie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les grandes gueules. Ce qui fait que lorsqu'on discute sur des questions extrêmement importantes, décisives pour la construction de notre nation, pour la construction de l'État, et qu'on utilise des termes sur lesquels on ne s'entend pas, je dis, il y a un problème. Les grandes et gueules. le titre de l'ouvrage m'a été proposé. C'est un jeune, lorsque je débattais avec les jeunes dans une université, j'ai oublié laquelle, je crois que c'est à Nongo, sur mon premier bouquin, Position et proposition, il y a un jeune qui a pris la parole pour dire c'est une véritable insurrection idéologique. J'ai dit, j'achète. Et j'ai titré donc ce bouquin, Insurrection idéologique. Simplement, ce n'est pas revenir à des idéologies anciennes. C'est interroger les concepts avec lesquels on débat aujourd'hui.
C'est aussi s'accorder sur, interroger les concepts, c'est aussi s'accorder sur les fondements, pardon de revenir avec le terme, les fondements idéologiques de l'action. Ça, c'est donc l'orientation politique, répond à une idéologie précise, c'est un peu le moteur de l'action. Le principe de la démarche, c'est l'idéologie. Mais dans un contexte de méli-mélou, de branle-bas total, où tout le monde dit ce qu'il a à dire, où ceux qui ont qualité à prendre la parole ne sont pas entendus, c'est plutôt d'autres, ceux-là qui vont tout détruire, que l'on écoute. Comment mettre en œuvre, comment mettre en marche cette insurrection-là, qu'on retourne à ses fondamentaux? Comment? S'insurger par la pensée, s'insurger par l'écriture, s'insurger par ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire questionner constamment la réalité et amener les gens à questionner la réalité au lieu de lancer des slogans. Je vous donne un exemple. Les partis politiques. Par exemple, sur les partis politiques, pour circonscrire avant de un peu me la prononcer démarche. sur ça, justement parce que ma réponse va déterminer celle-là. Et j'observe que depuis, il y a 3 phénomènes qui marquent de façon déterminante la période que nous vivons. Sur le plan économique, il y a ce qu'on a appelé le consensus de Washington, qui a fait dominer dans le domaine de la réflexion et de la pensée théorique, de la pensée économique, l'ultralibéralisme, et qui a donné naissance à ce qu'on applique aujourd'hui à tous les pays, surtout aux pays qui sont en position de faiblesse. On leur dit, voilà la solution, avec des dégâts énormes. Quand j'ai lu, il y a 2 ou 3 jours, que la Banque mondiale a déchiré son rapport, je crois, sur les indicateurs, je dis bravo. Enfin, un problème qui commence à être vraiment posé. Pourquoi la Banque mondiale déchirerait son rapport? C'est se déjuger. Donc, le consensus de Washington. Et deuxième phénomène, le lancement ou la promotion à l'échelle internationale de ce qu'on appelle la démocratie, qui est une réplication pour pays faibles de modes de construction de l'État, et notamment pour ce qui concerne les États francophones, le modèle qui a été construit et imposé à la conférence de la Baule. On nous a tous invités. Venez, maintenant, vous allez rentrer dans la démocratie. La démocratie, c'est ça, 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 ça et ça. Allez-y, vous allez l'appliquer. Alors, quand vous mélangez ces 2 éléments, c'est explosif. Pour des jeunes nations qui sont en train de se construire, tu fais une ouverture au marché, aux lois du marché, dans la modernisation, dans la mondialisation. Au moment où les puissances établies, États-Unis, Europe, ou déclinantes, Europe, ou émergentes, Russie, ou Chine, et plus tard Inde et Brésil, au moment où ils se font la guerre pour le partage du monde, Les grandes gueules. les nations sont faibles, nos nations sont faibles, elles sont encore traversées par des contradictions mineures. Vous introduisez l'ouverture totale au marché, vous affaiblissez l'État, vous dites non, l'État ne doit pas trop se mêler de ça, et vous dites maintenant c'est le pluralisme politique intégral, les autres ne doivent pas rentrer dans les organisations. C'est les partis politiques, c'est explosif. Le président Conté avait eu ce réflexe. Je parle de réflexe parce que je n'ai pas écouté l'argument qu'il a donné. Mais qui dit, attention, on n'a qu'à prendre 2 ou 3. Tout le monde, s'est insurgé pour dire non, pluralisme intégral, ainsi de suite. Et on s'est retrouvé dans quelque chose qui est ingérable, qui a fait favoriser l'ethnopolitique et l'ethnocentrisme. La violence, les guerres, les morts qu'il y a eu depuis qu'il y a eu la conjonction de ces 2 phénomènes, l'ultralibéralisme et la démocratie formelle, c'est extraordinaire en Afrique. On a bousillé nos États, on a bousillé nos États, Bien. on a bousillé les nations, on a partagé les territoires. Regardez ce qui s'est passé en Afrique de l'Est. On dit Soudan, après Soudan Nord, Soudan Sud.
après au sud, Darfour et je ne sais pas quoi. En Somalie, après Somalie, machin, Somaliland. Et maintenant, on invente quelque chose. Au Mali, ils sont guettés par ça. Région nord, région sud, région ouest. Ça, ce sont les mauvais Et la Guinée. Ça, ce sont les mauvais exemples. T'es pas seul quand même. Non, je veux terminer rapidement vu que Jacques attend beaucoup. Donc, ce que je veux dire, c'est que enfin, il y a les mauvais exemples. Oui, on se transforme dans ce studio. Alors, quand les philosophes se rencontrent, ça donne ça. Non, il y a les mauvais exemples. Il y a les mauvais exemples, c'est vrai, de nations qui sont. J'ai dit, il y a des questions oui, pratiques. c'est vrai. De nations qui sont. Je vais terminer juste avec ça, et puis je vous laisse parler. Donc, il y a des exemples. C'est vrai, il y a de mauvais exemples de nations faibles qui ne s'en sortent pas, qui quand elles sont placées dans cette sorte de libéralisme mondialisé, qui n'arrivent pas à trouver leur chemin. Mais par le même moment, il y a des nations africaines. Il y a des nations africaines comme l'Égypte, par exemple, qui se battent. Une succession de coups d'État jusqu'à présent. Non, vous allez voir ce sur quoi je veux vous amener. Non, mais attention. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'histoire égyptienne, je donne cet exemple. La Guinée, par exemple, n'a pas souffert autant que ce que l'Égypte a souffert. C'est au moins 3 colonisations. C'est au moins 3 guerres violentes contre cet État. Et c'est pas fini. Mais absolument. Oui. Mais l'Égypte tient quand même aujourd'hui parce que la guerre au Sahel, l'Égypte a pu très sérieusement de sa stratégie et de son idéologie. Et de son idéologie. Non, ça n'a rien à voir. L'apport égyptien est stratégique. L'apport guinéen est opérationnel et militaire. Maintenant, je vais terminer sur la question que je veux vous poser. L'apport stratégique de la Guinée à la libération de l'Angola, de la Guinée-Bissau, à la lutte contre l'apartheid. Non, faut à ce niveau-là, on est obligé d'abord de voir les grandes tendances et maintenant essayer de comprendre les spécificités de la situation de la Guinée. Et c'est là où on ne peut comprendre les spécificités et les difficultés que nous avons qu'à la condition qu'on sache qu'il y a une tendance planétaire, qu'il y a une tendance où des rapports de force qui nous dépassent infiniment sont à l'œuvre, et en particulier la tendance à la partition, à la dislocation des nations africaines. Monsieur le ministre, je parlais donc de questions pratiques, parce qu'au-delà du livre, vous avez fait une réflexion récemment sur cette période que nous sommes en train de vivre depuis le 5 septembre dernier. Vous abordez là les questions de réforme. Il y a des choix politiques, mais il y a également des réformes à opérer pour éviter que nous nous retrouvions dans la même situation. Vous avez posé une question dedans qui m'a semblé très intéressante. Qu'est-ce qu'une institution forte? Parce qu'à chaque fois qu'on est entré dans une transition, on a dit qu'il faut opérer des réformes institutionnelles. On en opère, mais on constate que finalement, elles ne nous apportent absolument rien. Je vous repose la question ici. Qu'est-ce qu'une institution forte pour vous? Pour y arriver, je suis parti de ce que Obama avait dit. Il a dit, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Et donc, moi, je me suis posé la question exactement comme vous. Il y a longtemps que j'y ai réfléchi. Avant qu'Obama le dise. Qu'est-ce qu'une institution forte? Alors, quand vous discutez de cette question avec les gens, vous vous rendez compte qu'ils font un cercle vicieux qui ramène l'institution forte aux hommes forts. Or, on part du principe qu'il ne faut pas partir avec des hommes forts. Et souvent, si on veut avoir une institution forte, comment faire sans des hommes forts? C'est une question qui mérite débat. Et moi, je dis, d'où ma réaction par rapport à la Constitution. Une institution qui dégage le peuple, et encore faut-il s'entendre sur ce que c'est que le peuple, mais une institution qui dégage le peuple est obligatoirement une institution faible. Une institution qui inclut le peuple, qui ramène le peuple aux fondamentaux, dans la décision, dans la décision, dans la reconnaissance de sa force. C'est ça une institution forte. Donc, je ne raisonne plus en termes d'hommes forts, mais je raisonne en termes de capacité d'inclusion,
du peuple ou de ce que j'appelle des forces porteuses de progrès, ce qui est un peu différent aussi, la notion de peuple. Les forces porteuses de progrès, il faut qu'on les identifie. Et il faut qu'on voit pourquoi elles portent le progrès. Moi, je ne suis pas dans la morale. Ah, il est patriote, il est bien, il est sincère. Non. On parle du populisme aussi. On parle de populisme. Mais populisme, je m'en méfie beaucoup. Ah, ok. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on met dans le populisme tout. Dès qu'on veut, comment dirais-je, réduire, dès qu'on veut réduire la force d'un argument qui dit il faut ramener le peuple au centre du pouvoir, on dit c'est un populiste. Mélenchon, populiste. Bernie Sanders, populiste. Du côté de la droite, de l'extrême droite, Marine Le Pen, populiste. Trump, populiste. Des concepts polysémiques comme ça, je m'en méfie. Je veux qu'on dise exactement ce qu'on veut critiquer. Bien. Allez-y, mon cher Antoine Balo-Teluel, ancien ministre de la République, écrivain, un autre invité ce matin chez les GG. Allez-y, mon cher Antoine. Rapidement, c'est deux questions. On parle d'anciens ministres, c'est vrai, mais vous avez été l'un des ministres qui n'a pas assez duré aux affaires avec Alpha Condé. Bon, ma question, c'est lié à vos relations. Il plus de 3 ans quand même, mon cher Antoine. Oui. Ah ben voilà. Comparativement à beaucoup d'autres. C'est beaucoup C'est 3 ans. Quand même. C'est beaucoup, hein. Ben Antoine. Vous allez comprendre. Sur ma question, Allez-y Antoine. Pardon. Comparativement à d'autres Oui. qui y sont restés pendant 5 ou 6 ans, il a fait 3 ans. Ce sont vos relations avec Il a fait l'homme, plus de Alpha 3 ans. Condé. Et qu'est-ce que vous pensez de sa gestion du pays à l'époque et de ce qui a occasionné sa chute pour vous? Et qu'est-ce qui est à la base de la chute d'Alpha Condé? Est-ce parce qu'il a été têtu, il n'a pas écouté? Vous avez observé cela à distance. Dites-nous clairement ce que vous pensez de sa chute, Alpha Condé. De l'autre côté, par rapport aux nouveaux hommes qui dirigent le pays, votre observation des 20 premiers jours de la junte militaire aux affaires, est-ce que pour vous, les premiers actes posés sont rassurants? Est-ce que vous pensez que... C'est 100 jours. C'est pas 20 jours. Ahmed, tu n'es pas l'invité, je parle à l'invité. Voilà, c'est pas toi, Balo-Teluel. Je parle à celui qui est en face de moi. Allez-y, monsieur le ministre. On le fait à 100 jours, on le fait Allez-y, pas à monsieur 20 le jours. ministre. On revient encore à la question de la philosophie. Ouais. Je me rappelle que lorsque je suis venu présenter mon bouquin ici, Position et proposition, je vous ai dit, je ne fais pas de l'acteur homme le déterminant des processus politiques. Pour moi, derrière les hommes, il y a des processus, il y a des déterminations qui font les hommes. Ce n'est pas les hommes qui font les déterminations. Mais vous n'allez jamais être d'accord, Tamba. Passe le micro, s'il te plaît. C'est pas possible. S'il te plaît, Bantango. S'il te plaît, Bantango, voilà. Ça m'arrivait souvent. Il va exploser là. Ça m'arrivait aussi souvent de ne pas placer un mot. En fait, moi, oui, vous allez bien répondre. C'est pour donner la meilleure réponse. Attends, Antoine, s'il te plaît. Oui. En fait, je comprends bien cette démarche qui consisterait à induire des actions de la rationalité auprès d'individus, auprès de personnes. C'est enfin la démarche systémique que vous êtes en train de présenter. Mais il y a une dose de rationalité très importante. C'est-à-dire que l'action collective est construite à base d'actions rationnelles individuelles. Il y a des intérêts propres qui motivent chaque acteur. Et est-ce que ce n'est pas une erreur d'exclure dans l'analyse la part de rationalité qui incombe à l'acteur qui tend à construire cette action collective qui va finalement aboutir aux institutions fortes dont vous parlez? Je suis d'accord avec toi, mais encore faut-il que, pour que je réponde de façon claire, que je n'aille pas directement sur cette réponse. Parce que si je ne donne que cette réponse-là, tous les déterminants de l'action individuelle disparaissent. Et c'est ça le problème auquel on est souvent confronté. On dit, la Première République, Sékou Touré, il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça, et ainsi de suite. Et puis, c'est l'homme du 20... Il y a ceux qui disent c'est un héros, et il y a ceux qui disent c'est un sanguinaire. Je dis, bon, ok. Les grandes gueules. Qualifiez ce que vous voulez, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est quels sont les déterminants de la période où il a eu à exercer le pouvoir, et peut-être même avant. On vient à compter. On pensait donc qu'après avoir éliminé Sékou Touré, on changeait de système, on changeait de régime. On dit, c'est compter. Compter, le débat s'ouvre. Au début, tout le monde sort, tout le monde applaudit, enfin tout le monde, beaucoup, surtout dans la rue.
on pense que enfin Le la sauveur. Guinée va être, etc. Et on se rend compte que problème, il y a encore, et parfois des problèmes similaires à ceux que la Première République n'a pas pu résoudre. On dit, ok, les émeutes à la fin, départ et décès, paix à leur âme, au président Sékou Touré, au président qu'on leur départ, et puis avec tous les troubles qu'il y a, on arrive au président Alpha Condé. Là aussi, on commence à dire, bon, l'autre n'avait rien fait. D'ailleurs, depuis 60 ans, depuis 40 ans, depuis 70 ans, depuis 90 ans, etc., qu'on est indépendant, voyez où nous en sommes. Les grandes gueules. Et on refuse de faire une analyse profonde des tendances qui traversent notre société, qui déterminent notre société, qui déterminent notre État, pour dire, ah, voilà, avec ses qualités personnelles et ses qualités individuelles, voilà ce que les tendances ont produit sur lui. Donc, la réflexion sur les tendances lourdes, la réflexion sur pourquoi cet État n'a pas pu dépasser les limites qui étaient les siennes, on ne peut pas faire en sorte de dire que c'est Alpha Condé. Moi, j'ai été ministre, pour répondre plus précisément. À ma question, Moi, j'ai été Les grandes gueules. après, d'ailleurs, qu'on ait eu à échanger, parce qu'il m'a proposé plusieurs autres postes de ministre, avant que j'accepte le poste de ministre de l'Enseignement supérieur, parce qu'il a utilisé un argument qui était imparable. Il a dit, je cherche des patriotes, je ne te connais pas, on m'a dit que tu es patriote, si tu es vraiment un patriote, viens m'aider. C'était imparable. Je suis venu et j'ai fait deux constats. Premièrement, il a des réflexes de gauche. C'est un homme de gauche. Et même un homme de gauche des années 60. Oui. Ah oui. Et donc, cette proximité idéologique et théorique a fait en sorte que j'adhérais sur les grandes lignes au programme qu'il proposait. Au programme qu'il proposait. Mais ayant fait l'analyse dans position et proposition des déterminants des politiques publiques, je savais que quel que soit le désir ou le souhait, la volonté qu'il en avait, il allait se heurter exactement au même problème que ceux qui ont empêché Sékou Touré d'atteindre ses objectifs. c'était quoi, ces Quels sont déterminants? ces problèmes? Les grandes gueules. Les déterminants sociaux, les rapports sociaux. Quand tu es dans une nation en voie de constitution, où donc les tendances à l'émiettement sont encore très fortes en termes de communauté, en termes d'ethnie, en termes de région, en termes de tout ce qui s'ensuit. C'est une faiblesse énorme. On n'est pas une nation constituée. On n'a pas 3 siècles, 4 siècles derrière nous. 1. 2. Les grandes 80% gueules. analphabètes. Analphabètes, parce que là aussi c'est compliqué, ça ne veut pas dire que nos citoyens ne peuvent pas lire et écrire, mais c'est qu'ils ne peuvent pas lire et écrire dans la langue du pouvoir qui est le français. Vous dégagez ainsi, par le simple fait du choix d'une langue de l'administration, d'une langue du pouvoir, de la langue de la justice, parce que c'est en français qu'on délibère, c'est en français qu'on délibère à l'Assemblée. De ce fait, vous éliminez 80% de la population. Et vous dites que vous voulez un État démocratique. C'est un autre problème. Ensuite, la faiblesse des forces productives au départ. Oui. La faiblesse des forces productives. La Guinée est arrivée pauvre à l'indépendance. Je me moque même de notre phrase, nous préférons la pauvreté à l'opulence. De toute façon, on est pauvre. C'est ça. C'est-à-dire, le choix, c'est que nous préférons la liberté. L'affaire de pauvreté, on l'a. C'est ça. On l'a d'office. La Guinée est arrivée pauvre à l'indépendance. Et cette pauvreté est liée à des éléments structurels. L'énergie, on n'a pas. Non, mais non. Désolé de vous couper. Non. Non, c'est Il est sur une ligne. Oui. Ok. Moi, je voudrais se pencher un petit peu aujourd'hui à l'élite guinéenne. Qu'est-ce qui expliquerait
cette défaillance, parce que aujourd'hui, pratiquement, l'élite a failli. Pourtant, il y en a qui ont eu de bonnes formations, mais qui n'ont pas pu résister à cette démagogie, à cette corruption. Comment est-ce que cela est possible, particulièrement pour le cas guinéen? La seconde question, ce serait... Je vais répondre, parce qu'après, je m'embrouille. Okay. Je reviens à l'insurrection idéologique. Ouais. Chaque fois qu'on utilise un terme, je me demande d'abord, qu'est-ce que c'est? Tu dis l'élite. Qu'est-ce que c'est que L'élite, ouais. Et dès que tu analyses le Oui, parce concept que d'élite, on tu élimine retrouves 80% de la population, soi-disant, parce que elle ne parle tu pas te français. retrouves avec des élites traditionnelles qui sont là. Vous faites partie de l'élite. Vous faites un très bon travail. J'espère que vous n'avez pas trahi. C'est le terme que tu utilises. Je fais partie de l'élite. L'élite n'est pas homogène. L'élite est traversée par des contradictions, par des conflits qui font que chaque élément ou chaque groupe d'éléments a sa stratégie personnelle. Et j'ajouterai ensuite une chose. Je me méfie beaucoup de porter des jugements généraux. J'ai vécu à plusieurs reprises cette expérience. Vous prenez une personne qui, dans ses actes et dans ses pensées, est globalement négative. Vous la replacez dans un ensemble, un système où ses qualités parviennent à émerger. Vous transformez cet homme négatif, à tendance négative, en homme à tendance positive. Je l'ai expérimenté en tant que directeur national de la culture. Je l'ai expérimenté aux Seychelles. Je l'ai expérimenté en tant que ministre. Je l'expérimente aujourd'hui. Donc, je ne porte pas de jugement définitif sur un individu. C'est pour ça que je suis toujours à la recherche de qu'est-ce qui le détermine. Si je comprends ce qui le détermine, peut-être qu'en pesant sur cette détermination, je peux changer sa façon d'être et de penser. Alors, à partir du moment où tout le monde est unanime que le tissu social a été profondément entamé, alors quels sont les processus qui pourraient aujourd'hui nous permettre de redresser la barre pour revenir un petit peu à un mouvement d'ensemble, c'est-à-dire qu'on élimine certains termes comme ethnie, communauté? Et dans mon poste, et surtout dans insurrection idéologique, j'essaie de proposer des réponses, parce que je ne prétends pas détenir l'absolu. Voilà, la réponse absolue, la vérité absolue. Et c'est là où la notion d'institution forte est importante. Dotons-nous d'abord d'institutions fortes. Et ces institutions fortes, de façon très concrète, au niveau de l'Assemblée, j'ai dit une institution faible, c'est une institution dont la tendance est d'écarter le peuple. Une institution forte est une institution dont la tendance est d'amener toutes les composantes du peuple. Alors, je dis, il faut déposséder les partis politiques de la légitimité de représenter seul le peuple dans l'Assemblée. Il faut faire en sorte que d'autres organisations, pas seulement des individus, les candidatures indépendantes, mais d'autres organisations siègent à l'instance où le peuple doit être le plus fortement représenté. Quelles organisations? Le syndicat, pourquoi pas? Les femmes, les paysans, le patronat, la diaspora. Si tout le monde est là, je n'exclus pas les partis, mais si tout cela participe au débat, nous avons une assemblée participative, une assemblée plus représentative que l'assemblée de la partitocratie. Un jeune qui m'a aussi proposé ce terme que je ne connaissais pas. Ensuite, l'assemblée même, équilibrer mieux son pouvoir avec l'exécutif. Doter les commissions parlementaires de pouvoir, de capacité et de compétences à contrôler plus régulièrement et de façon plus systématique l'exécutif et pas seulement le chef de l'État. Les grandes gueules. Pas seulement les ministres, y compris les très hauts cadres au poste de grande responsabilité technique et autres. Aux États-Unis, quand le président propose la nomination d'un cadre, il passe devant le Congrès. Le Congrès dit, lui il n'est pas bon, lui il est bon. C'est pas facile à gérer ce genre de truc. Mais
au moins commençons à discuter de façon à ce qu'une commission parlementaire, à condition qu'elle ne soit pas celle des politiques seulement, mais une commission parlementaire représentative de l'ensemble des composants de notre peuple, puisse aller auditer, contrôler, récompenser, pourquoi pas, parce qu'on parle de l'alternance, on met l'alternance uniquement au niveau du chef de l'État. Mais pourquoi on ne met pas l'alternance au niveau des différents postes pour faire comme en Angleterre, des contrats à durée limitée, reconductibles. Tu es ministre du budget, tu es directeur national du budget, directeur des impôts, etc. Tu présentes ton programme, vous signez un contrat de performance, c'est à durée limitée, c'est vérifiable, et ce n'est pas seulement la Cour des comptes ou l'exécutif qui va vérifier, mais c'est aussi les représentants du peuple qui vont dire ok, voilà le contrat, voilà ce que tu as exécuté, voilà ce que tu n'as pas exécuté. Le CNT, vous parlez également du pouvoir présidentiel, disons. Il faut l'équilibrer avec. Mais comment ça peut se faire? Est-ce que Le CNT. Le CNT, moi je trouve voilà une institution qui a un grand intérêt, mais on en fait une institution de transition. Sinon, le CNT, il y a les partis politiques, il y a les syndicats, il y a la société civile. Il y a des gens qui sont cooptés, qui font que le CNT a une légitimité plus grande que l'Assemblée partitocratique. Le CNT a une légitimité, une représentativité plus grande. Pourquoi on n'en ferait pas une institution législative permanente? Pourquoi? Il faudrait passer par les élections. Il faudrait passer par des tas de choses. Il faut d'abord, évidemment, ne pas se contenter de ce qui est là. Il faut travailler dessus. C'est là où les philosophes, les juristes, les sociologues, les anthropologues ont du boulot. Reconstruire un État, c'est pas dans une conférence nationale ou dans un truc qu'on va le faire. Il faut des études réunissant plusieurs expertises, plusieurs connaissances des historiens, des économistes. Alors, on peut dire que vous êtes dans le même ordre d'idée que ceux qui préconisent aujourd'hui la mise en place d'un Sénat, bien évidemment que l'Assemblée nationale continue toujours d'exister. J'en discutais hier avec un de mes doyens, PDG-RDA, mais fondateur, c'est pas l'actuel. Et il me dit, il faut que tu fasses attention, parce que moi j'avais proposé dans mon texte que la réflexion aille dans le sens d'une intégration encore plus formelle des institutions traditionnelles dans les appareils d'État. Il me dit, il faut faire attention. Parce que si tu développes cette idée sans prendre de garde-fous, ce que tu vas reproduire, ce sont les féodalités anciennes, ce sont les aristocraties anciennes qui vont utiliser cette porte d'entrée pour s'imposer au peuple. Ça, je l'ai vécu, je lui ai donné raison. J'ai dit, effectivement, il faut aller à marcher sur des œufs, parce que, en particulier, je sais que chez moi, mais probablement dans presque toutes les régions de Guinée, si c'est une assemblée restreinte, il y a ceux qui ont droit à la parole, il y a ceux qui n'ont pas presque droit à la parole, il y a ceux qui ont le droit de rester devant, il y a ceux qui n'ont pas droit à rester devant. Ces clivages-là existent. Ça porte sur la question foncière. Il y a ceux qui ont droit à la terre, il y a ceux qui n'ont pas droit à la terre. Ce sont vraiment des questions, et ça, c'est des questions très concrètes qui sont loin de la façon dont des questions pratiques momentanées doivent être résolues. Ce sont des questions concrètes. Si on veut s'en sortir, il faut qu'on les pose et qu'on y réfléchisse sans tomber dans la polarisation partisane. Et la polarisation partisane, c'est lorsqu'on dit qu'il n'y a que pouvoir et opposition. Bien. Baïlou Teluel Diallo est notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, madame, 5 minutes. Quand je l'écoute, je suis émerveillée en théorie parce qu'il y a de belles choses, de belles En fait, je me demande comment ça peut se concrétiser chez nous dans un pays où il y a un système dont on parle, vous en avez parlé, qui gangrène ce pays. En fait,
de belles idées existent, de belles propositions, mais quand vous mettez le Guinéen à la tâche, le plus souvent, le meilleur homme n'arrive pas à s'en sortir. Justement, vous êtes là, vous êtes englobé par un système, il y a des hommes autour de vous qui essaient de vous dévorer et vous, avec vos idées, vous ne vous en sortez pas. À votre avis, comment faire en sorte qu'on puisse s'en sortir, justement? Parce que la corruption, beaucoup de personnes mettent l'argent au centre de tout. Vous êtes là, vous avez été ministre. Après, on vous demande qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous étiez ministre. On ne comprendrait pas, par exemple, ce que vous avez fait, que vous soyez ministre et que vous vous reconvertissiez, que vous partiez auprès de la population des villageois, que vous puissiez apporter votre solution, vous aider même certains villageois à s'en sortir en travaillant avec eux. Comment s'en sortir? Et c'est là, encore une fois, on revient à la philosophie. L'éclairage, c'est la philosophie. Il y a un concept fort qui dépasse l'individu, qui dépasse l'organisation. C'est le mouvement social. Tant que nos propositions, nos institutions ne sont pas portées par des mouvements sociaux qui ont émergé de façon endogène et non pas parachutée, on ne pourra pas avoir d'institutions fortes. Mais quand une institution est portée, est créée, est conceptualisée par un mouvement social, alors elle finira par s'auto-organiser et faire émerger les acteurs dont elle a besoin pour progresser. Donc le changement de comportement. Pour induire le changement de comportement. Mais c'est le mouvement social. Et le mouvement social, c'est quoi? C'est des gens, c'est des personnes de différentes positions qui sont portés par les mêmes intérêts. C'est les mêmes intérêts. Moussa Hero est dans un mouvement social féministe. Moi, j'en sais quelque chose. Ma femme aussi en plein là-dedans. Le problème qu'elles ont, c'est que il n'y a pas le mouvement social femme derrière. Il n'y a pas vraiment de féministe pour le moment en Guinée. J'espère que vous y arriverez. Mais nous avons des organisations qui prétendent lutter pour les femmes, mais qui, en réalité, relèvent de beaucoup plus de la démarche organisationnelle, c'est-à-dire être au pouvoir, avoir le leadership, se faire écouter, etc., que de dire le mouvement social revendique ça. Tant que prenez le mouvement des Gilets jaunes en France, prenez le mouvement féministe, le vrai, prenez les mouvements pour l'émancipation des Noirs, et ainsi de suite. Tant qu'on nous... mon philosophe préféré Monsieur le ministre, on n'a plus assez de temps. Je veux qu'on parle de l'actualité. Avec les nouveaux hommes qui ont pris le pouvoir. Quelle proposition de transition en Guinée? Pour vous, la charte qu'on doit publier bientôt doit contenir quoi? Quel type de transition pour la Guinée? Parlant du gouvernement, par exemple. De quel type de gouvernement la Guinée a besoin aujourd'hui par rapport à cette transition? Et pour compléter la question, il fallait quand même que je pose ça à vous écouter. Il y a eu les associations régionales avant, dans l'histoire guinéenne. Aujourd'hui, il y a les coordinations régionales. Comment on peut gérer leur affaire, eux aussi? Je me méfie beaucoup de ça. Parce que la notion de région n'est pas claire. On dit région naturelle. Demandez à un géographe de vous décrire les régions naturelles. Vous verrez que, si c'est un géographe qui pousse là, je ne parle pas de la géographie de l'école primaire, vous verrez que la division de notre pays en régions séparées par des verticales, n'est pas plus pertinente que la division de notre pays par des longitudinales. C'est-à-dire le nord, le centre et le sud. C'est tout aussi pertinent comme écosystème. Parfois, on ramène alors, pour se débarrasser du problème, aux communautés. Donc, les Soussous, l'ensemble reconnu comme tel, déjà, justement, cette complexité de la notion d'ethnie, les Peuls en Moyenne-Guinée, Malinké, les forestiers. C'est complètement faux. La Guinée n'est pas
d'abord ne se ramène pas à ces 4 types de communautés. Ensuite, il y a tellement d'interférences, de brassages, de réalités qui se superposent ou qui sont en voie de construire d'autres types de relations que tu as du mal à t'en sortir. Bien. Attends, oui. Je dois rendre l'antenne, malheureusement, on est vraiment privé. J'aimerais tellement continuer le débat. Malheureusement, la radio, c'est l'heure. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé ce matin chez les GG. Oui. En 3 minutes. Oui. Dans mon poste, ce que je propose, et ce n'est pas aux militaires, je propose au peuple de Guinée. 1, une assemblée plus représentative. 2, des commissions parlementaires plus fortes par rapport à l'exécutif. 3, l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. 4, le renforcement de la décentralisation pour faire en sorte que la décentralisation soit même figée dans un calendrier, pour que les 14 compétences dévolues aux collectivités publiques soient achevées au 15. D'accord, merci. Qu'elles soient effectives au bout d'une période donnée, parce qu'on contourne chaque fois en trouvant un prétexte pour ne pas la rendre effective. Et 5, étudier la façon dont les institutions traditionnelles, modernes, c'est-à-dire porteuses de progrès, peuvent être intégrées dans le processus de décentralisation, pas au niveau de l'État central. 6, mettre la langue nationale dans un processus comme langue d'administration et langue de pouvoir. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Diallo, d'être passé ce matin chez les GG. Merci, ce fut vraiment un plaisir, évidemment. Je vous invite d'ailleurs à lire ce bouquin, Insurrection idéologique, évidemment, il faut le rappeler, de Baïlo Teluel Diallo. D'ailleurs, si la régie est prête, on peut voir, évidemment, voilà, la dédicace. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce bouquin. Merci beaucoup. On aura le temps, évidemment, d'en discuter. Merci à toute l'équipe, à la régie, à Kabine Condé et Mohamed Diaby, ici à la radio. Dans un instant, sur Radio Espace, et les infos avec l'équipe d'Antoine Kourouma, et sur Espace TV, Miss Eben vous donne rendez-vous avec le 19h45. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.